Du coup, on va parler de somme de 2 carrés. Alors, les sommes de 2 carrés, le problème il est simple. Hein. On cherche les n appartenant à n, les entiers naturels, qui s'écrivent comme somme de 2 carrés, c'est-à-dire qu'il existe des entiers naturels qui, tels que n, ça soit la somme des 2 carrés. C'était dans le nom. Alors, dans la suite, quand j'aurai la flemme d'écrire carré, j'écrirai carré. Et quand j'aurai la flemme d'écrire somme de 2 carrés, j'écrirai ça. Bon, ça c'est l'ensemble des sommes de carrés. Alors, quand on se retrouve face à ce type de problème-là, un des premiers trucs qu'on peut avoir envie d'essayer de faire, c'est regarder les nombres, les premiers nombres qui sont somme nombre de carrés, et regarder si on ne trouve pas des patterns. Du coup, si on veut essayer de façon algorithmiquement assez simple, par exemple d'évaluer les sommes de carrés jusqu'à les sommes de 2 carrés jusqu'à 30 à peu près, comment est-ce qu'on peut faire? Si de façon simple, on cherche à trouver par exemple. Ouais, tu testes toutes les sommes de 2 carrés jusqu'à la racine du nombre que tu considères. Ce qui est beaucoup plus malin que prendre le premier nombre, regarder si les sommes de 2 carrés en vérifiant tous les nombres d'avant, prendre le second, vérifier si. Parce que si je vous demande si 17 est somme de 2 carrés, il vous faut un petit instant de réflexion. Alors si je calcule le tableau de 5 par 5, des sommes de 2 carrés jusqu'à 6 par 6, de 0 à 5 au carré, on voit ce qui se passe. Donc, si. Du coup. 0, 6. Donc 0 carré, 1, 4, 9, 25, 2, je ne remplis pas la partie inférieure, donc c'est symétrique. C'est technique, 5, 10, 17, 26, 2 au carré, ça fait 4. 16 plus 4, 20, 25 plus 4, 29, 9 plus 9, 18, 4 fois 3, 4 au carré 16 plus 9, 25, 25 et 9, 34, ça, on obtient tous les nombres qui sont somme de carré jusqu'à 36 et c'est pareil, c'est les nombres qu'on n'a pas considérés. Et pour essayer de voir s'il y a des patterns qu'on trouve, déjà, on peut se demander est-ce que, en termes d'arithmétique, est-ce que c'est un ensemble qui se tape par addition? T'as tous les tableaux. Du coup, on peut se demander est-ce que c'est un ensemble les sommes de carrés qui se tapent par addition? A priori non. Par exemple, pas tous les nombres entiers, parce que s'il y a 1, j'aurais tous les nombres entiers dedans. Plus 1, 2, plus 1, 3, etc. Est-ce que c'est stable par multiplication? On peut regarder quelques valeurs. Hein. Si on fait, je sais pas, 2 fois 3, 3 c'est pas somme de carré, il n'est pas. Donc 2 fois
16 il y est. 16, 32 il y est aussi. Bon, a priori, les puissances de 2, on les a, et le détail, c'est énorme. 4, somme de carré, 4, aussi, 4 fois 2, c'est bon. 2, 5, 4 fois 5, 20. 20, somme de 2 carré, 2 fois 5, 10. 5 fois 10, 50. Ici, 2 fois 5, 45. 45, là, je ne l'ai pas encore, mais 45, c'est 36 plus 9. Voilà. Donc, a priori, notre ensemble sigma, il est potentiellement stable par multiplication. Un ensemble qui est stable par multiplication, si on essaye de le comprendre, on peut en particulier se demander qu'est-ce qui donne au nombre premier. Parce que si on sait que qu'il y a des nombres premiers dedans, on sait que les multiples de ces nombres premiers y sont aussi. Bon, du coup, ça permet éventuellement de décomposer des problèmes en s'intéressant peut-être plus qu'au nombre premier. Parce qu'après, si on dispose des nombres premiers somme de 2 carrés, alors on ne dispose peut-être pas de tous les nombres somme de 2 carrés, parce que par exemple 9 est somme de 2 carrés, parce que c'est un carré, mais 3 n'est pas somme de carré, donc si on a A fois B qui est somme de 2 carrés, ça ne veut pas forcément dire qu'A et B étaient. Mais en tout cas, si on dispose des nombres premiers qui sont somme de 2 carrés, ça va nous permettre de générer tout un paquet de nombres qui sont somme de 2 carrés. Donc on pourrait éventuellement se demander comment ça se passe sur les nombres premiers. Les nombres premiers qui sont somme de 2 carrés, du coup, a priori, on a 2. On a 5. On a 13. On a 17. On a 29, par exemple. Et les autres nombres premiers jusqu'à 29, a priori, ne sont pas. Si on regarde les nombres premiers qui sont somme de 2 carrés, là, ils ont un point en commun, en fait, on remarque qu'ils ont un point commun si on regarde leur congruence modulo 4. Alors, sauf 2 qui est à part, mais tous ceux qui suivent sont congrus à combien modulo 4 ? A priori, ils sont congrus à 1 modulo 4. D'ailleurs, même les nombres de cette table, donc, si P appartient à sigma inter P, donc c'est un nombre premier et une somme de 2 carrés, a priori, on a probablement P congru à 1 modulo 4. Par contre, a priori, ça ne veut pas forcément dire que tous les nombres congrus à 1 modulo 4 seraient somme de 2 carrés, parce qu'on n'a pas 21. Là, on est sûr jusqu'à 35, on a tous nos sommes de 2 carrés. A priori, on n'a pas 21. C'est un nombre qui est congrue à 1 modulo 4, par contre, il n'était pas premier. Un autre truc de plus, c'est qu'a priori, si on regarde les congruences de nos nombres modulo 4, soit on est un nombre pair et donc on est congru à 2 ou 4 modulo 4. On va refermer cette fenêtre. Donc 2 il est congrue à 2 modulo 4, 5 il est congrue à 1 modulo 4, 10 il est congrue à 2 modulo 4, 17 il est congrue à 1 modulo 4, 26 il est congrue à 2 modulo 4, 8 il est congrue à 0 modulo 4, 13 il est congrue à 1 modulo 4, 20 il est congrue à 0 modulo 4. Il y a un truc qu'on remarque. Ouais. S'ils sont pas congrus. S'ils sont pas congrus à 1 modulo 4, ils sont pas premiers. Alors, sauf 2. Mais effectivement, c'est vrai. C'est pas la formulation la plus facile si on peut formuler le fait autrement, t'en as aucun qui est congru à 3 modulo 4 en fait. Et vu qu'un nombre premier il est congru soit c'est 2, soit il est congru à 1 ou 3 modulo 4, il est impair s'il n'est pas 2. Ça a en particulier une conséquence, c'est que s'ils ne sont pas congrus à 1 modulo 4, ils ne sont pas premiers. 41, c'est le premier.
Donc, a priori, en fait, on n'a rien du tout qui est congru à 3 modulo 4. Ce qui fait que les nombres qui sont congrus à... En fait, les nombres qui sont premiers sont forcément congrus à 1 modulo 4. Donc, a priori, si on a un nombre, pas forcément premier, qui appartient à sigma, n il n'est pas congru à 3 modulo 4. Bon, on va essayer de prouver ces différentes assertions. La deuxième est celle qui va être la plus technique, mais les deux autres elles peuvent s'obtenir assez facilement. Et même le fait qu'elle n'est pas congruée à 3 modulo 4, en fait, c'est un problème d'arithmétique élémentaire. Pas très technique. Bah, si vous voulez, vous pouvez chercher 1 ou 2 minutes. Non, j'ai dit qu'on allait chercher les 3, que la première et la troisième se faisaient pas trop mal, que la deuxième était très technique. Oui, mais s'il a dit qu'en gros, un nombre premier, c'était soit 2, soit congru à... Un nombre premier impair, c'est soit congru à 1, soit congru à 3 modulo 4. Et ce qu'a dit Hugo, c'est qu'on remarquait que si on avait un nombre qui n'était pas congru à 1 modulo, modulo 4 dans ce tableau, ce n'était pas un premier. Ce qui est vrai parce que les premiers sont congru à 3 modulo 4. C'est pourquoi c'est technique. Si c'est ici, c'est comme fait qu'il n'était pas congru à 3 modulo 4 et qu'ils étaient premiers. Ah non, les nombres premiers somme de 2 carrés sont congrus à 1 modulo 4, mais en fait, là c'est une équivalence. On va montrer qu'on P congru à 1 modulo 4, okay. Alors il est. Alors, en tout cas, sur tous ceux qu'on. Si tu regardes les premiers nombres premiers, 5, ensuite tu regardes 9 c'est pas premier, 13 c'est premier, 17 c'est premier, 21 c'est pas premier. Et d'ailleurs, 21 est congru à 1 modulo 4, mais n'est pas somme de carrés. Parce qu'il n'apparaît pas dans ce cas. On peut s'en tirer ici en particulier, au cas à montrer cette implication-là. Si n appartient à sigma, alors n n'est pas congru à 3 modulo 4. Puis je vais vous laisser 2 minutes pour essayer d'y réfléchir un peu. Interpréter de l'ensemble du mouvement. Pour les contrôles l'année prochaine, j'apprendrai à écrire. C'est faux. Si t'es toujours pas admissif, ce sera pas un problème. Bon, Elias a envie de venir faire la solution au tableau. Tu dis, Elias. Donc, si on regarde notre carré modulo 4, les carrés modulo 4, on se rend compte qu'ils peuvent prendre que deux valeurs. 0 au carré, comme 2 au carré, ça
qu'on a 0 modulo 4. Et 1 au carré comme 3 au carré, c'est qu'on va 1 modulo 4. Donc vu que nos carrés modulo 4 ne prennent que 2 valeurs, nos sommes de 2 carrés modulo 4, A carré c'est sa classe c'est 0 ou 1, B carré sa classe c'est 0 ou 1, et A carré plus B carré, sa classe c'est donc soit 0, soit 1, soit 2. En particulier c'est jamais 3. Ainsi, ben, n il n'est jamais égal à 3 modulo 4. Donc voilà, par un problème d'arithmétique sans trop de difficulté, on arrive à en déduire ça. En fait, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué. Bah, du coup, on en déduit que si n est somme de 2 carrés, voilà. Bon, juste là c'est faux parce que bien sûr il y a 4, 2. Hein. Donc, mais si n est somme de 2 carrés et que c'est pas 2, il équivaudra à 1 modulo 4. Bon, cette implication ne peut pas être qu'on va 3 modulo 4 et qu'à mon premier, c'est pas qu'on va 0 modulo 4, sinon ce serait multiple de 4. Du coup, ça nous montre qu'on a cette implication-là. L'autre implication va être plus technique. On va y revenir beaucoup plus tard. Le fait que sigma est stable par multiplication, on va y arriver assez rapidement. En fait, quand on considère des problèmes d'arithmétique, il y a quelque chose qu'on adore faire généralement, c'est factoriser. Si on aime factoriser, c'est parce qu'on a notre théorème fondamental de l'arithmétique, qui est la décomposition au produit de facteur premier et une décomposition qui est unique, et qui souvent permet de ramener pas mal de problèmes d'arithmétique à de la divisibilité. Par exemple, si vous avez, je sais pas, souvent dû chercher à résoudre en maths expert en terminale des équations où vous disiez oui, on a carré moins, par exemple, 5 c'est pénible, mais moins 4b carré, et on cherche les solutions du cas où cette équation vaut 18 par exemple. Puis quand on se retrouve face à ce genre d'équation-là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on factorise le mot de gauche, a moins 2b fois a plus 2b, ça doit être égal à 18. Et 18, on sait le décomposer en produit facteur premier, c'est 2 fois 9. Donc c'est que soit on a ce membre, en fait c'est 2 fois 9, mais ça peut, on peut rajouter des plus ou moins 1 éventuellement, mais en gros on se retrouve à résoudre plein de systèmes. On a soit a moins 2b qui vaut 1 et a plus 2b qui vaut 18, soit a moins 2b qui vaut par exemple moins 1 et de l'autre côté moins 18, soit le cas où c'est égal à 2 et c'est égal à 9, bon, etc. Et là on va se retrouver avec un certain nombre de systèmes qu'on peut tous résoudre indépendamment les uns des autres, vérifier si les solutions en particulier sont bien entières, et une fois qu'on a vérifié ça, on résout notre problème. Donc voilà, du coup en arithmétique, on aime bien factoriser. Et si on se retrouve, dans notre cas, une somme de 2 carrés à essayer de factoriser, on se retrouve à écrire a carré plus b carré. En fait, ça, on ne sait pas très bien le factoriser en restant dans z. Par contre, pour peu qu'on se place dans z crochet i, on a une factorisation. On peut écrire a plus bi fois a moins bi. Et ça nous invite à essayer de faire de l'arithmétique au lieu de le faire dans z crochet i. Alors, z crochet i, c'est l'ensemble des a plus bi avec a et b dans z. C'est un anneau, il se tape par multiplication, le fait que i carré égale moins 1 qui appartient à z. Et donc, vu que c'est un anneau, dans un anneau, on peut se poser des questions sur les relations de divisibilité. En fait, une relation de divisibilité dans un anneau, hein, c'est juste, on écrit que A divise B, s'il existe un C, bon, pour un anneau A quelconque, s'il existe un C tel que
B égale A fois C. Voilà. Donc ça nécessite juste une multiplication. À noter au passage qu'il y a des anneaux dans lesquels c'est totalement inintéressant de faire de l'arithmétique, c'est les corps. Parce que si on prend K, un corps, et qu'on se demande si A divise B, bah c'est vrai parce que B c'est égal à A fois A moins 1B. Bon, à partir du moment où A est nul. Du coup, l'arithmétique dans un corps c'est inintéressant, mais dans un anneau, on peut se retrouver à chercher plein de trucs sur cette relation de divisibilité. J'ai lu quelque chose de notable par rapport à ça il y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus dans quel bouquin c'était. Mais quand ils introduisaient la relation de divisibilité, ils disaient une dinguerie du type la relation de divisibilité sur l'anneau A, parfois appelée arithmétique 2. Bon, alors, personnellement, je trouve ça un peu douteux d'appeler la relation de divisibilité arithmétique de l'anneau, mais ça nous montre bien que la notion d'arithmétique, c'est vraiment basé sur comment fonctionne cette relation de divisibilité et quels sont les rapports multiplicatifs des nombres les uns par rapport aux autres. Et c'est en particulier ce que nous montre le théorème de l'arithmétique dans Z, où on se rend compte qu'en fait, une fois qu'on théorème fondamental de l'arithmétique, parce qu'une fois qu'on dispose de la factorisation au facteur premier dans Z, tous les théorèmes qu'on a vus avant, comme Gauss, Gauss, etc., on les retrouve facilement à partir de ça. Du coup, dans Z Pro chez I, il y a quelque chose qu'on a envie d'utiliser plutôt. Un outil qu'on a souvent envie d'utiliser et qui nous vient directement de C, c'est la conjugaison. La conjuguée de A plus BI, c'est A moins BI. Alors pourquoi j'introduis cette conjugaison? Parce que du coup, écrire N comme somme de 2 carrés, ça revient à écrire N égale A plus BI fois A moins BI, c'est-à-dire, on peut que j'appelle ça Z, je suis en train d'écrire ZZ bar. Donc avoir un nombre entier qui est somme de 2 carrés, c'est comme disposer de deux nombres complexes dans Z I, et tel que quand on regarde ces nombres complexes et qu'on multiplie l'un par, en fait, qui sont conjugués l'un de l'autre, et dont le produit fait. On dispose de la conjugaison, on dispose aussi de ce qu'on appelle la norme. La norme, c'est le module au carré. En fait, en arithmétique, on n'a pas envie de travailler avec le module, parce que le module, ça trimballe des racines, et que des racines, d'un point de vue à divisibilité, c'est totalement infâme à considérer comme objet. Donc, à la place, on met un carré. Donc ça, on note norme de A plus BI aussi. C'est la même chose qu'écrire le module au carré, c'est la même chose que ZZ bar. Et c'est la même chose que A carré plus B carré. Donc finalement, avoir N qui est somme de 2 carrés, un nombre entier qui est somme de 2 carrés, c'est la même chose que d'obtenir un complexe donné tel que N, ça soit ce qu'on appelle du coup la norme de Z. La norme de Z, c'est juste le module. Ça, c'est ce qu'on vient de constater. Ça nous donne tout de suite le fait que sigma est stable par multiplication. Ça nous donne tout de suite le fait que sigma est stable par multiplication parce que vous savez que le module est stable par multiplication. Donc la norme aussi, vu que c'est juste le module au carré. Et donc si on prend n et m dans sigma, on écrit n comme la norme d'un certain Z1. On écrit m comme la norme d'un certain Z2. Ça c'est le fait qu'il soit somme de carré qui nous permet de faire ça, non pas juste ce qu'on a dit juste avant. Ensuite, n fois m. Bah, du coup, ça s'écrit norme de Z1, Z2. Norme de Z1, norme de Z2.
c'est-à-dire norme de Z1, Z2, parce que le module du produit, c'est le produit des modules. Z1, Z2, ben, vu que c'est une norme, c'est que c'est une somme de 2 carrés, on peut le voir autrement en l'écrivant Z1, Z2 comme un A carré plus un... Non, Z1, Z2, on écrit A plus BI, parce que c'est un mouvement de ZI, et donc N fois N, on l'a écrit A carré plus B carré. Donc pour peu qu'on dispose de n écrit sous la forme a carré plus b carré et m écrit sous la forme c carré plus d carré, ça nous permet même d'écrire nm comme somme de 2 carrés, parce que nm, ça va être la norme de a plus bi fois la norme de c plus di, c'est-à-dire la norme de a plus bi fois c plus di, c'est-à-dire la norme de AC moins BD plus AD plus BC I. Ce qui veut dire qu'en fait, NM, c'est égal à AC moins BD au carré plus AD plus BC au carré. Bref, on a écrit sous forme de 2 carrés et on peut même trouver des nombres qui correspondent pour peu qu'on les ait déjà pour n et m. Enfin, en tout cas, des nombres qui correspondent. Peut-être pas forcément les, parce que certains nombres qu'on doit pouvoir écrire de façon différente sous forme de 2 carrés. Ne serait-ce que parce que 25, c'est 25 au carré plus 0, ou encore 16 plus 9, c'est le premier projet de aussi. Voilà, donc pour peu qu'on développe le produit de m fois m et qu'on développe cette somme-là, on peut vérifier que tout tombe bien sur les mêmes termes. En fait, c'est plus ou moins ce que vous avez fait le jour où vous avez trouvé pour les complexes de la norme était multiplicative. Du coup, ça nous a. Voilà, tout ça, ça nous a amené à nous intéresser à l'anneau Z-Cauchy. Et en fait, on va développer un peu plus sur cet anneau-là. Et on va se rendre compte en fait, qu'il retrouve beaucoup de propriétés qu'on a déjà dans Z. On pratique dans Z-Cauchy, donc on va avoir une division euclidienne. Alors le reste et le quotient de la division euclidienne sont plus uniques, mais en fait, c'est pas un problème pour la plupart des théorèmes d'arithmétique qu'on dispose. On va avoir un théorème de Vesoul, on va avoir un lemme de Gauss, un lemme d'Euclide. Lemme d'Euclide, c'est un nombre premier qui divise un produit, alors il divise un deux termes. Et on a une décomposition en produit de facteurs, en produit d'irréductible plutôt, voilà. Moins de facteurs premiers dans cette situation-là. Et je vais essayer de garder le terme facteur premier quand je parle des premiers dans Z, et parler d'irréductible quand je suis dans Z Cauchy. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est lié au fait des sommes de 2 carrés. Si on regarde les sommes de 2 carrés, c'est écrit 1 carré plus 1 carré. C'est écrit 1 plus i fois 1 moins i. Donc il était un nombre premier irréductible dans Z. C'est passé dans un anneau plus grand. Et là, il est plus irréductible parce qu'il est produit de autres anneaux qui sont pas inversés. Ça, on va le dire. Du coup, on va parler d'arithmétique dans Z Cauchy. La première chose qu'on fait quand on croise un anneau dans la rue, c'est pas moi qui le dis, c'est mon prof de maths et je pense qu'il l'a appliqué à quelqu'un d'autre avant, on lui demande qui sont ces éléments inversibles. C'est un peu sa carte d'identité. Parce que, alors, comme une carte d'identité, ça ne décrit pas tout. Hein. On doit pouvoir trouver des anneaux qui ont les mêmes éléments inversibles. Je sais pas. Bah, si, ça doit très probablement être vrai, mais j'ai la flemme d'y réfléchir. Z crochet X et Z ont les mêmes éléments inversibles, par exemple. Z crochet X et Z ont les mêmes éléments inversibles. C'est moins 1 et 1 à chaque fois. En général, A crochet X et A ont les mêmes éléments inversibles. Je ne crois pas dire des choses, au moins on travaille dans le thème. Bref.
sont les inversibles de Z crochet I. Alors en fait, on va voir que les inversibles de Z crochet I. Alors les inversibles de Z crochet I 3. Être inversible dans Z crochet I, c'est la même chose qu'avoir une norme qui est égale à 1. Alors, avoir une norme de 1 déjà, on notera que c'est la même chose qu'avoir un module de 1, parce que la norme c'est le module au carré. Mais on n'utilise pas tout de suite. Enfin, on n'utilise pas dans cette équivalence-là. Si je fais l'implication de gauche vers la droite, Z il est inversible. Donc je peux écrire Z' qui vaut 1. Z' c'est l'inverse. Alors bon, je peux envie de noter Z-1, parce que Z-1 c'est. Enfin, ça vous pourrait croire que c'est l'inverse complexe. Là, c'est bien pour insister, c'est bien un truc qui est dans Z crochet I. Les deux sont dans Z crochet I. Parce que bien sûr, tout est inversible dans C. Alors, mis à part 0. Et là, la question, c'est de savoir si l'inverse est bien toujours dans Z crochet. Si on écrit Z' égale 1, donc Z dispose d'un inverse, on peut passer à la norme. On a que norme de Z, norme de Z'. C'est la même chose que norme de Z'. C'est la même chose que la norme de 1, ce qui vaut 1 carré, c'est-à-dire. Alors, le module de 1, c'est 1 carré. Et NZ et NZ', une norme, c'est un nombre de la forme A carré plus B carré. En particulier, c'est un nombre entier positif. Et donc là, on a NZ qui vaut 1 avec ces deux machins-là qui sont dans N. Si un produit d'entier vaut 1 dans N, c'est-à-dire que les deux valent 1. Donc on a que NZ vaut 1. Sens réciproque, si on a la norme de Z qui vaut 1, bah la norme de Z par définition c'est ZZ bar. Ça vaut 1. Et vu que ZZ bar vaut 1, bah ça veut dire que Z bar c'est l'inverse de. C'est l'inverse de Z. Ça nous donne une information supplémentaire d'ailleurs qui est de dire que tous les éléments inversibles, leur inverse c'est leur conjugué. Donc, juste pour dire, on a montré que c'était stable par multiplication, on a montré que c'était jamais qu'on va former le 4 quand on était somme de 2 carrés. Et le seul truc qui nous restera à montrer, c'est que tous les nombres premiers qu'on voit 1, 2, 4, c'est somme de 2 carrés. Ah, le seul truc. Ça ne nous permettra pas d'écrire toutes nos sommes de carrés, mais on aura montré toutes nos lectures. Et du coup, je l'efface. Et juste pour que vous gardiez bien ça en tête. Ah oui, et du coup, c'est quoi mes inversions? L'important de mes éléments dans 1. Alors 1 et moins 1 notamment. Ouais, et I moins 1. Bon, ça, on l'a rapidement avec un dessin. Hein. En temps complexe. Crochet, bah, c'est un quadrillage. Hein. C'est A plus BI. En fait, c'est un peu comme Z carré en temps complexe. Quoi. Le plan inversé. Quand on regarde les éléments de norme 1, c'est la même chose que les éléments de module 1. Donc les éléments de norme 1, bah, c'est les éléments sur le cercle unité. On les a. Sinon, tout simplement, les éléments de norme 1
1 qui s'écrit A carré plus B carré, donc A et B qui valent tous les deux, enfin, qui sont tous les deux plus petits que 1, et il y en a un qui vaut 0, l'autre pas qui vaut. On écrit A carré plus B, si on écrit A carré plus B carré égale 1, on se retrouve avec A égale plus ou moins 1, B égale 0, ou avec A égale 0, B égale plus ou moins 1. Et on fait ça. On va faire un dessin. Donc on dispose de nos inversions. Il y a un paquet de fois où quand on est dans Z, on parle à association de près. Alors des fois on a la flemme, quand on commence par faire par exemple la décomposition unique en produit de facteur premier, c'est faux. Bah, c'est unique à un inversible près. Parce qu'à chaque fois on peut rajouter les inverses, etc. Donc dans Z, l'unicité elle se fait à un élément, au fait d'être associé près. Associé c'est multiple de l'un et l'autre par rapport à un inversé. Moins P et P en termes de divisibilité disent exactement les mêmes choses, eux qui sont multiples à un inversé près. Là il faudra bien garder en tête que du coup oui, ce que je disais c'est que dans N, en fait généralement on commence l'arithmétique dans N, on dit que tout va bien. Et après on dit ah oui mais dans Z il y a un plus ou moins 1 qui peut casser la tête. Là du coup ça sera soit plus ou moins 1 mais ça peut avoir plus ou moins I aussi qui voilà. Ce qui fait que deux nombres qui se divisent l'un l'autre, bah, ils diffèrent à moins 1, 1, I ou moins 1. En particulier quand on écrit 2 comme somme de 2 carrés, on peut remarquer que 1 moins I, c'est I fois 1 plus I. Donc 2 en fait c'est écrit I fois 1 plus I au carré. Finalement, bah, d'un point de vue, voilà, il a 2 fois le même facteur premier. Ce qui, a priori, ne devrait pas sauter aux yeux si on. Bah, déjà, saute pas aux yeux quand on connaît forcément les inversés. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire gaffe. Une multiplication par x, ça se visualise un poil moins 1, une multiplication par moins 1. Là, ce qu'on va faire du coup, c'est démontrer qu'en fait, toutes les probabilités qu'on a dans Z, on les a dans Z. Ouais, c'est bon. Donc on va démontrer que toutes les probabilités qu'on a dans Z, on les trouve dans Z. En termes d'arithmétique, tout ça que vous connaissez. La première par laquelle on va commencer, c'est la division euclidienne. Alors la division euclidienne, quand vous l'avez vu, en fait vous l'avez vu dans 2 anneaux la division euclidienne. Alors déjà tout anneau ne dispose pas du tout d'une division euclidienne. Une division euclidienne ça a des spécificités en fait. C'est une définition plutôt. Les définitions sont en bleu. Donc un anneau il va être euclidien. Alors quand on dit anneau, c'est anneau intègre, commutatif, avec un élément unité, bien sympathique et tout. Un anneau A il va être euclidien, bon ça va être ce qu'on appelle une division euclidienne de vue. Donc on va avoir, pour tout AB on doit écrire, alors les noms nuls, on doit avoir écrire A égale B tout poussière. Donc ça c'est une division euclidienne. La division euclidienne elle a un truc important, que ce soit dans les entiers, que ce soit dans le cas crochet, qui est aussi une division euclidienne, c'est de considérer la taille du reste. Le reste doit être suffisamment petit, sinon on a plein de possibilités. Alors en fait le fait d'avoir plusieurs possibilités n'est pas forcément gênant, mais il faut quand même quantifier cette taille du reste. Et cette taille du reste, on la quantifie par une application qui on appelle un space mobilien. Et donc c'est une fonction. Et on doit voir que phi du reste est strictement inférieur à phi du diviseur. Alors ce phi là, dans l'arithmétique dans Z, c'est la valeur absolue. La valeur absolue. Parce qu'on doit avoir le reste qui est petit en valeur absolue du diviseur. Dans les polynômes, c'est tout 2D. Et dans Z crochet I, quand on va montrer que c'est euclidien, ce que ça va être, c'est la norme. Ça va être la norme. Alors
Alors généralement, alors, des fois j'ai vu aussi ça. On doit avoir que si A divise B, alors phi de A est plus petit ou égal à phi de B. Je sais plus si on doit forcément avoir ça, ou c'est ce qui fait la différence entre un stasme et un pré-stasme. Mais bon, on s'en fout un peu. Je crois que c'est optionnel. Après, on aime bien aussi des fois avoir une multiplicativité, comme on a dans M, que phi de A fois B, c'est soit phi de A fois phi de B. Par exemple, c'est pas forcément le cas sur l'arithmétique des polynômes, mais là on a degré de A fois B, c'est degré de A plus degré de B. Ouais. Une phi obligatoirement la valeur dans N. Ah, phi, oui. On a un exemple qui est juste. Non, phi, ça doit être en valeur dans N. Ouais, je pense que. Bah, moi je connais que des stats de la valeur dans N en tout cas. Donc là, ce qu'on va vouloir montrer, c'est que. Donc ZI, il est euclidien. Donc il est euclidien, il faut préciser pour quel stasme phi. Son stasme euclidien, ça va être la norme. Alors juste pour justifier pourquoi est-ce que on a envie de voir si c'est euclidien. En fait, il y a des fois plusieurs stasmes qui marchent. Si vous prenez par exemple le truc débile et le double de la valeur absolue dans n, ça fait un stasme qui marche. Après, si à la place de ça, comme stasme euclidien, on peut aussi, je sais plus, mais décider qu'on met tous les inversibles 0 à 0, tous les inversibles à 1, tous les nombres, quand on regarde les classes de congruence modulo ce nombre-là, si toutes les classes sont des inversibles, alors souvent on les met à 2, et tous les nombres dont les classes de congruence sont inversibles, ou de stasme 1 ou de stasme 2, on les met de stasme 3. Bon, bref, ça c'est aussi un stasme qui existe, qui s'appelle le stasme minimal. C'est peut-être anonyme. Mais des fois, ils aiment bien utiliser ça quand on fait de la théorie des nombres, on utilise ce genre d'anneau-là, on veut vérifier si le euclidien, il y a des moments où il n'est pas euclidien par la norme. Par exemple, l'anneau Z racine de 14. Et en fait, on a montré que c'était euclidien pour le stasme minimal, mais alors c'est un résultat de 2004 qui est tendu et j'ai absolument oublié comment ça marche. Si vous vous faites chier dans la vie, vous pouvez aller taper Z square root of 14 isoclidéenne de Harper et on notera mon accent anglais. Aucune remarque là-dessus, c'est aussi. C'était ça en plus, quelle enfoiré. Donc on a montré qu'il est euclidien pour la norme. Pour justifier qu'on veut le faire pour la norme, c'est parce qu'en fait, quand on regarde notre degré et notre valeur absolue, c'est vraiment quelque chose qui quantifie la taille. Et que si on se place dans ZI, la taille, on est dans C, on se quantifie par notre module. On va juste utiliser le module au carré parce que ça quantifie toujours une histoire de taille, parce que dans ce genre de cas, ça marche bien. Mais voilà, c'est vraiment le fait que ça quantifie une taille qui est important. Du coup, pour montrer qu'il est euclidien pour la norme, ce qu'on cherche, si on dispose de A et B, B non nul, on veut écrire A égale BQ plus R et que ce Q, soit la norme de R soit plus petite que la norme de B. La norme de B, c'est terrible. D'habitude, il y a Camille pour ça. Et du coup, un truc qu'il faut se dire quand on a une division euclidienne, c'est que le quotient ça suffit. Si on dispose du quotient, le reste il est totalement déterminé par A moins BQ. Et du coup, ce qu'on veut, c'est juste que la norme de R soit strictement inférieure à la norme de B. R c'est A moins BQ, on veut que la norme de A moins BQ soit strictement inférieure à la norme de B. Notre norme elle est multiplicative, donc je peux diviser par norme de B des deux côtés et obtenir que norme de A sur B moins Q est strictement inférieure à la norme de 1, c'est-à-dire 1. Donc, montrer qu'on a une division euclidienne et que le n, la norme définit bien le stasme d'une division euclidienne sur Z crochet I. Pour ça, il suffit de montrer que si je prends n'importe quel nombre A sur B, donc ça c'est dans I crochet I, le quotient du nom Z crochet I. Si je prends n'importe quel nombre dans crochet U, alors crochet I en particulier c'est inclus dans C, donc si je montre pour C ça suffira. Donc si je montre que pour n'importe quel complexe, j'ai un élément de Q, lui il est dans Z crochet I, donc c'est notre cas derrière. Si je montre que
on a un autre cas complexe. J'ai un élément du quadrillage qui est à une, dont la norme de la distance, la norme de la différence entre les deux c'est le petit 1. La norme de la différence entre les deux c'est le petit 1, c'est la même chose que vous regardez, hein, ce truc-là. Norme du petit 1, c'est la même chose que module de A sur B moins que qui est petit 1. Il suffit de passer cette inégalité au carré. Donc en fait, je suis juste en train de regarder, j'ai juste pris un point au hasard dans C, je trouve qu'il est donc lui, mais en fait, j'ai juste pris au hasard dans C. Et la question c'est, est-ce que j'ai un élément de ZI qui a une distance moins de 1 de lui? Bon, et ça c'est vrai, hein, parce que si je trace tous mes cercles, je retrouve bien largement tout le plan, parce que au pire, au pire je suis pile entre les points, quoi. Et si je suis pile entre les points, je suis à une distance de racine de 2 sur 2. Donc, pour tous les points du plan, et en particulier pour tous les points de QI, j'ai un point de ZI qui a une distance moins de 1. En particulier, j'ai un point dans Z, j'ai un Q dans ZI qui vérifie que la norme de A moins BQ c'est strictement inférieur à la norme de E. Et en faisant R égale A moins BQ, je dispose d'un reste, la notion est linéaire. Alors en l'occurrence, il pourrait y avoir plusieurs quotients et plusieurs restes dans cette situation. Ça vient tout simplement du fait que j'ai des cercles qui se chevauchent, donc que des fois, j'ai des points, j'en ai plusieurs dans le même cercle. Alors je divise par la... Alors je peux diviser par la norme de B parce qu'elle est non nulle, mais ce qui est important c'est que c'est multiplicatif, que je peux le passer dedans, quoi. Ah oui, ok. Et ma norme, c'est le carré de mon module complexe. Et le module du produit, c'est le produit des modules. Donc la norme, c'est le module au carré, le produit d'une norme, c'est la norme des produits. Et voilà, c'est pour ça que je le rentre dedans. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors, qui voit pas ce que c'est qu'un idéal? On ne va pas parler d'idéal. Juste, en fait, on va. Dans un anneau, on a des structures qui s'appellent des idéaux, qui sont des groupes stades par multiplication. Et c'est avec ça qu'on gère de l'arithmétique dans des anneaux de règle générale. En particulier parce que deux éléments associés ont le même idéal. Et là, on veut montrer que en fait, ce qu'on a dans Z, on dit que dans tous les sous-groupes de Z qui sont engendrés par un élément, tous les idéaux d'un anneau qui est euclidien sont engendrés par un seul élément et on parle d'idéal principal. Je vais le mettre sous le tapis parce que en fait, ça on l'utilise surtout pour montrer, par exemple, le théorème de Bézout, le théorème de Bézout notamment. En fait, je vais directement démontrer le théorème de Bézout. Mais en fait, ce que je voudrais cacher sous le tapis, c'est que j'ai à peu près fait la preuve en faisant ça que mon anneau était principal. Vous verrez ça peut-être en fin de l'année prochaine. Par contre, vous ferez le chapitre d'arithmétique l'année prochaine. Donc, le théorème de Bézout. Déjà, pour faire un théorème de Bézout, on va rapidement parler de l'union promis entre eux. Donc, si on prend des entiers A et B dans Z crochet I, on va dire qu'ils sont promis entre eux A et B si, pour tout diviseur C, c'est que C divise A, C divise B, c'est un inversé. Voilà, dans Z, le fait d'être promis entre eux, c'est qu'ils n'ont pas de diviseur en commun. Alors, dans N, le fait d'être promis entre eux, c'est qu'ils n'ont pas de diviseur en commun mis à part 1. Dans Z, c'est qu'ils n'ont pas de diviseur commun mis à part 1 ou moins 1. Dans Z crochet I, c'est qu'ils n'ont pas de diviseur commun mis à part 1, moins 1, I, moins I, qui de toute façon divise tout. Donc ça, c'est promis entre eux. Et vu que je suis un gros flemmard, je vais me noter PGCD de AB égale 1, parce qu'en fait, dans ce genre d'anneau, on peut aussi définir des PGCD. Parce qu'en fait, le seul truc qui permet de définir, en fait, le fait d'avoir Bézout, par exemple, suffit à définir un PGCD. Le fait d'avoir, on va démontrer une producfactorisation, un producfacteur premier, ça suffit à avoir des PGCD. Donc en fait, on peut le dire PGCD de AB qui vaut 1. Ou par exemple, le fait de disposer de l'algorithme d'Euclide, on peut remonter, donc
permet d'avoir un PGCD aussi. On va peut-être pas retourner un peu plus. J'ai pas envie d'en parler forcément du PGCD, ça n'aura pas trop d'utilité là. Mais je veux juste le voir comme si je disais le premier. Donc le théorème de Bézout, de la même façon que dans Z, alors je vais encore prouver le théorème de Bézout, et après tous les autres théorèmes qui sont juste des conséquences de Bézout, parce que le théorème de Bézout il y a peut-être quelques petites variantes par rapport à la façon dont on l'a montré dans Z. Et après le lemme de Kiel, la décomposition de facteurs premiers et tout ça, lemme de Gauss, je ne trouverai pas. J'ai juste une autre chose. Donc le théorème de Bézout, c'est que si le PGCD de A et B ça vaut 1, si en fait ils sont combien entre eux, alors je vais pas l'écrire comme ça. Alors il existe des nombres dans Z crochet I tels que AU plus BV ça passe 1. Alors ça je vais le démontrer comme un corollaire du théorème suivant. En fait à quelque chose près, c'est pas exactement ça, mais c'est le fait de dire ZI principal. C'est que pour tout A et B dans ZI, il existe un D dans ZI tel que AZI plus BZI soit égal à DZI. Alors juste par cette notation, ce que j'entends, DZI c'est tous les nombres de la forme D fois X avec X dans ZI, donc c'est un ensemble. Et ça, c'est tous les nombres de la forme AU plus BV avec U et V dans ZI. C'est un peu l'équivalent du fait que les sous-groupes de Z sont engendrés par un élément. Si je prenais les sous-groupes de Z et que je prenais, alors au lieu de me placer dans Z, je me place dans Z. Les AU plus BV avec U et V dans Z, c'est un sous-groupe de Z. Donc ils sont engendrés par un élément, je le note D, et du coup il est de la forme DZ. Là c'est la même chose mais dans Z. Juste pourquoi ce théorème implique celui dessus, c'est que si A, le PGCD de A et B c'est 1, et que je prends un D, donc si je prends un D tel que ça, pour mon A et mon B, en particulier, vu que A appartient à cet ensemble-là, parce que c'est A fois 1 plus B fois 0. A il appartient à cet ensemble-là, donc il est de la forme D fois un élément de ZI. Et vu qu'il est de la forme D fois un élément de ZI, ça veut dire que D divise A. De même, B qui est 0 plus B fois 0 fois A plus B fois 1, c'est dans DZI, donc B, on peut l'écrire D fois un élément de ZI, donc on a que D divise B. Vu que si un des nombres, si un nombre divise A et B, c'est un inversible, ça veut dire que D il appartient à I1, I, moins 1, moins I. Et du coup, DZ crochet I, c'est l'ensemble des multiples de D, mais l'ensemble des multiples d'un inversible, c'est tout l'anneau. Donc ça veut dire que, finalement, AZI plus BZI, c'est égal à tout ZI en entier. En fait, c'est DZI, mais DZI, c'est la même chose que ZI, c'est D inversible. Donc en particulier, vu que 1 appartient à ce truc-là, 1, je peux l'écrire AU plus BV avec U et V dans Z. Et là, j'ai montré mon théorème de Bézout. Bon, j'ai démontré mon théorème de Bézout à condition de disposer du lemme suivant.
En fait, dans le lemme suivant, tout ce qui nous intéresse, c'est que AZ crochet I plus BZ crochet I, ça soit un sous-groupe de Z crochet I qui est stable par multiplication de n'importe quel élément de Z crochet I, parce que si on prend n'importe quel élément de Z crochet I, un W dans Z crochet I qu'on multiplie, ça fait AEW plus BVW, avec EW et VW dans la vie. Donc c'est un sous-groupe qui est stable par multiplication, qu'on parle d'idéal. Et du coup, on veut montrer qu'il est engendré par un seul élément. Pour ça, je vais l'appeler. Non, je vais l'appeler. Alors, on a deux possibilités, soit I est réduit à 0, auquel cas on prend D égale 0 au reste. Soit I il contient un autre élément que 0. Si I contient un autre élément de 0, on peut poser X tel que la norme de donc X, on prend différents zéros, tel que la norme de X soit minimale parmi les éléments de I. Donc on a un ensemble, les normes c'est à valeur entière, donc vu que c'est à valeur entière, on peut prendre la plus petite norme atteinte et prendre un élément de cette norme-là. À partir du moment où bien sûr il n'y a pas que 0. Si on prend un tel élément X de norme minimale, on veut montrer que ce X, en fait, on va l'appeler D, c'est le D qu'on veut avoir là. Donc si c'est le D qu'on veut avoir là, en fait, on veut montrer que tous les éléments de I sont des multiples de ce D là. Et en fait, si je prends A dans I, A, je peux l'écrire D fois Q plus R par division pi n, avec la norme de R qui est strictement inférieure à la norme de D. Sauf que R, c'est A moins DQ, sachant que D, il est dans I. I est stable par multiplication de n'importe quel élément de Z crochet I. Donc ça, c'est encore dans mon idéal que je considère. Il est stable par alors addition et soustraction aussi. Et du coup, R, il est dans mon idéal. Il est dans cet ensemble-là, du coup. Voilà. Et vu qu'il est dans cet ensemble-là, et qu'il est de norme strictement inférieure à la norme de D, on a pris une non nulle de norme minimale. Pour ne pas contredire la minimalité, ça veut dire que R est nul. C'est le seul élément de norme plus petite, par définition. Et vu que R est nul, ça veut dire que A, c'est DQ, et donc en particulier, ça appartient à DZ. Et du coup, on vient de montrer que tous les éléments de cet ensemble-là s'écrivaient bien sous la forme de DZI. Alors bien sûr, tous les éléments de DZI sont aussi dans cet ensemble-là, parce que D est un élément de cet ensemble-là qui est stable par multiplication, et que cet ensemble-là est stable par multiplication. Donc on a démontré soit que tous les idéaux sont engendrés par un élément. Alors on dit que le crochet est principal. Et du coup, en principe, ça nous démontre Bézout. Alors, à partir de Bézout, on dispose du lemme de Gauss. Le lemme de Gauss qui nous dit, c'est que si A et B sont promis entre eux, et que A divise BC, alors A divise C. On vous l'avait montré dans votre cours d'arithmétique. En utilisant le théorème de Bézout, c'est exactement la même démonstration. On va disposer aussi de ce qu'on appelle le lemme de vide. Alors qu'on peut décliner sous deux principales formes. Je ne sais pas si c'est exactement équivalent, mais bon bref. Soit on peut l'écrire. Alors, je vais faire un nombre premier. Alors, un nombre premier. Dans une vidéo, on va plutôt parler d'irréductible pour parler de nombre premier. P il est dit irréductible. Donc dans P dans Z crochet, il est dit irréductible. Donc P il est irréductible si
P il est premier avec X à partir du moment où X n'est pas multiple de P. Non, c'est pas pertinent. En fait, c'est équivalent parce qu'on va avoir une définition pour faire en premier, mais c'est plutôt si A divise P, alors soit A c'est un inversible, soit A il est associé à P, c'est-à-dire que c'est P fois un inversible. C'est l'équivalent de nous premier dans Z. Donc premier dans Z, c'est si et seulement si divisible par 1 et lui-même seulement, enfin dans N plutôt. Dans Z, c'est si et seulement si divisible par 1 moins 1 P moins P. Dans Z couché, on parle de irréductible, si et seulement si divisible par 1 moins 1 I moins I moins P moins IP IP moins. Ouais, bref, voilà, vous m'avez compris. Notez qu'un élément qui est réductible dans Z n'est pas forcément dans Z couché, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport à 2 qu'on peut écrire un plus I à moins I. Ils ne sont pas inversibles parce qu'ils ne sont pas dans 1, parce que c'est pas 1 I dans un moins I. Et du coup, je parlerai des irréductibles, donc je vais parler des irréductibles de Z crochet I, et les irréductibles dans Z, j'en parlerai pas, j'en dirai une promis. Est-ce que nous dit le lemme de Gauss? Le vide. Alors, deux façons de le voir, c'est que si on a un nombre, irréductible tel que P divise AB, alors P divise A, P divise B. Bon, ça c'est juste une conséquence du lemme de Gauss. Et en particulier, si P divise un produit de premier, alors ben, c'est qu'il en divise un de ceux-là, et si un nombre premier en divise un autre, c'est qu'il est égal à cet autre-là. Donc c'est que P c'est un PI pour un certain I. Et c'est de ça que vous tirez votre unicité quand vous faites une décomposition en produit irréductible. Juste l'existence en produit en décomposition en produit facteur premier dans les entiers. Là, on ne peut pas faire exactement la même preuve d'existence. Votre preuve d'existence, c'était si un nombre n'est pas premier, je l'écris comme produit de deux nombres plus petits, et je décompose ceci en facteur premier par une récurrence forte, et ça marche. Là, au lieu de faire une récurrence sur mes entiers, ben, je ne peux pas dire plus petit, parce que dans Z plus petit, je ne peux pas le faire en valeur absolue. Mais par contre, je fais une récurrence sur ma norme en disant qu'ils sont, si un nombre n'est pas irréductible, je l'écris comme produit de deux nombres non inversibles. Vu qu'ils ne sont pas inversibles, ils sont de norme plus grande que 1, parce que les seuls nombres inversibles, c'est le nombre 1. Et donc en particulier, il s'écrit comme produit de deux nombres de normes plus petites strictement que lui. Et par hypothèse, je le décompose en produit facteur premier, et j'ai la décomposition en produit facteur premier. Donc, tout ça pour dire que j'ai une décomposition et une distance de ma décomposition en produit facteur irréductible plutôt. Donc si je prends un Z quelconque dans ZI, il existe des irréductibles P1 jusqu'à Pn, et ils sont uniques, tels que Z ils s'écrivent comme un inversible fois le produit de ces nombres premiers. Il y a un truc que je voulais faire un peu plus tôt, ça aurait été peut-être pertinent de faire un peu plus tôt pour vous expliquer pourquoi je voulais faire autant de paramétrique dans Z. Alors, vous avez vu les trois trucs là, que déjà c'était un anneau qui était amené naturellement par le fait d'être somme de 2 carrés, ça permettait quand même de montrer que l'ensemble était stable par multiplication, mais en fait on a un truc vachement plus fort. Et on l'a vu quand on a décomposé 2 en produits d'irréductibles dans David, parce que 1 plus i et 1 moins i sont irréductibles, simplement parce que 1 plus i et 1 moins i sont de norme 2. Et si on joue 1 plus i et 1 moins i,
si on les écrivait, bah, si par exemple on écrit 1 plus I égale AB, avec A et B non inversés, bah, ouais, non pas avec A et B. En fait, si on écrit AB et qu'on veut montrer que c'est irréductible, il faut montrer qu'on a le nombre de A ou B inversible. Et A ou B inversible, c'est le nombre de A ou le nombre de B égale 1. Et si on passe à la norme, on n'a que 2, c'est la norme de A fois la norme de B. Donc, vu qu'une norme c'est positif et que c'est dans Z, bah, c'est soit qu'on a ça qui est égal à 1 et ça qui est égal à 2, soit le contraire. Bref, on en a un des deux qui vaut 1, l'autre qui vaut 2, on va suivre un des deux inversé. En fait, mon argument, il suffit de. Là, il marche pour 1 plus I et 1 moins I. Mais pas que. Donc, ça, c'est juste pour dire que j'ai écrit 2 en positif irréductible. Et c'est lié au fait qu'il est somme de 2 carrés. Bon, 7, c'est impair, c'est 5. 5, c'est aussi un nombre qui est somme de 2 carrés, qui était le premier dans Z, mais qui n'est plus dans Z prochain. Parce que 5, c'est somme de 2 carrés, c'est 4 plus 1. Donc tu peux le réécrire 2 plus I fois 2 moins I. Pourquoi je peux. Quand je le réécris 2 plus I fois 2 moins I, j'ai montré qu'en particulier il était premier dans Z, mais il n'est plus dans Z prochain. Enfin, il n'est plus irréductible dans Z prochain. Par contre, les deux facteurs ici, ils sont eux irréductibles dans Z prochain. Parce que, encore une fois, ces deux facteurs-là, ça c'est de norme 25. Donc ces deux-là, ils sont forcément de norme 5. Parce qu'ils ne peuvent pas être de norme 1. Et ils ne peuvent pas être de norme 25 parce que sinon l'autre serait de norme 1. Et norme 1, c'est les inversibles. Ça donne simplement en calculant le carré plus 1, ça fait 5. Ils sont de norme 5, et vu qu'ils sont de norme 5, je ne peux pas les écrire AB parce que sinon bah, il y en aurait un de norme 1 et l'autre de norme 5. Donc eux aussi sont irréductibles. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai deux possibilités. Quand j'ai un nombre premier, alors premier cette fois-ci dans Z, donc si on prend un nombre premier P dans Z, il y a deux possibilités. Soit P, il appartient à sigma, et auquel cas, si P il appartient à sigma, P il est réductible dans ZI. Alors, vu qu'il est somme de 2 carrés, il s'écrit A plus BI fois A moins BI, donc il est de la forme ZZ bar. Donc c'est écrit ZZ bar, et en plus, Z et Z bar sont irréductibles. Dans Z prochain. Soit P n'appartient pas à sigma, et auquel cas, P est encore irréductible dans Z prochain. Donc en fait, la question de savoir quels sont les nombres premiers qui sont somme de 2 carrés, ça marche que pour les premiers. Parce que en particulier, si un nombre n'est pas premier, dans Z, il n'est jamais dans Z prochain. Donc si on regarde les nombres qui sont premiers, c'est-à-dire les nombres irréductibles dans Z, pour savoir s'ils le sont encore dans Z prochain, il faut juste vérifier que c'est somme de 2 carrés. Et réciproquement, si on cherche une somme de 2 carrés, c'est juste à se demander quels sont les nombres premiers dans Z qui sont réductibles dans Z prochain. Et ce qui justifie, par exemple, des décompositions de produits irréductibles. Alors, pour montrer ça, alors à noter que du coup, on a une équivalence entre en fait cette somme de 2 carrés et l'être réductible. Donc, du coup, on a créé les 2 carrés. Si P il est somme de 2 carrés, P on écrit Z fois Z bar, A plus BI fois A moins BI, A plus BI c'est Z, A moins BI c'est Z bar. Et du coup il est réductible. Et on a norme de P qui vaut
norme de Z bar, norme de P, c'est égal à P au carré. Z et Z bar, ils ont la même norme, parce que ils sont conjugués l'un de l'autre, donc ils ont le même module, en particulier le carré du module. Donc s'ils ont la même norme et que le produit ça fait P carré, c'est que chacun a une norme de P. Et si on écrit Z égale AB, la norme de Z, c'est-à-dire P, c'est égal à la norme de A fois la norme de B. Ça veut dire qu'il y a soit, vu que c'est un nombre premier, soit une norme de A, soit une norme de B au 1. En particulier A ou B est inversible, ce qui montre que Z est irréductible. Donc on dispose du premier point. Maintenant, pour montrer que si P n'est pas somme de 2 carrés, alors il est irréductible, on va montrer que si P est réductible, alors il est somme de 2 carrés. Donc si P est réductible, on écrit P égale AB avec AB non inversible. On a alors norme de P on a alors norme de P qui vaut norme de A, norme de B. Mais vu que ni A ni B sont inversibles, et ça vaut P carré, vu que ni A ni B ne sont inversibles, ça veut dire qu'on a norme de A et norme de B qui valent tous les deux P. Donc P égale norme de A. Mais si P égale norme de A, on peut qu'on écrive AX plus Y. C'est P, c'est P carré plus Y carré. Et somme de 2 carrés. Ouais, tu marques aussi. Pour rajouter le fait des Z bars avec cette Z bar réductible. Je me suis posé la question. La dernière fois que je l'ai fait, je le sais. Bon. Là où je me suis murgé la dernière fois, on va voir si je fais un peu mieux. Voilà, c'est ça, j'ai la pression. C'est de montrer qu'en fait tous les irréductibles s'obtiennent comme ça. En plus, la dernière fois, mon théorème était faux, un petit détail près. Il a fallu qu'il le corrige, quoi. Bon, alors, j'ai la flemme de l'écrire proprement. Donc, tous les irréductibles s'obtiennent ainsi. Ah non, en fait, il va falloir que je l'écrive proprement, parce que c'est la dernière fois. Quand je dis s'obtiennent ainsi, c'est. On a deux possibilités pour un irréductible. Donc, un irréductible, on entend, il s'appelle Z. On a deux possibilités. Soit Z, c'était un nombre premier, donc dans Z, l'ensemble des nombres premiers, des nombres entiers. Donc, soit c'était un nombre premier qui était un entier. Et en particulier, il n'est pas somme de 2 carrés, mais soit c'était un nombre premier qui est resté irréductible, première possibilité, soit Z. Alors, en fait, c'est pas forcément un nombre premier resté irréductible, mais il est associé à un nombre premier. Au sens où moins P c'est pas un nombre premier, mais il est quand même irréductible, moins IP et IP aussi. Donc bref, soit il est lié au fait qu'il est issu d'un nombre premier de Z, qui est resté irréductible, soit Z fois Z bar, c'est un nombre premier.
Alors, pour ça, on utilise la décomposition en produit de facteurs irréductibles. Alors, on a deux possibilités. En fait, bon, on va décomposer ZZ bar en produit irréductible. Donc, ZZ bar, ça c'est un nombre entier, et on veut montrer qu'il est premier, ou alors qu'on a P qui appartient ou alors qu'on a Z qui est associé à un nombre premier. Donc pour montrer que ZZ bar est premier, ce qu'on fait, alors premier dans Z, c'est qu'on prend un A qui appartient par exemple à Z, on va le prendre dans P plutôt, et donc on considère que A divise ZZ bar. Alors si A divise ZZ bar, toutes les possibilités, soit A, c'est une unité, bon, il est associé à I. C'est-à-dire, appartient à moins 1. Bon, auquel cas on est content, parce que nous, si on veut montrer que ZZ bar c'est un nombre premier, montrer que c'est un nombre premier, c'est montrer qu'il divise uniquement par lui-même et par 1 parmi les côtés naturels. Donc en fait, A égale 1. Voilà, et donc on est heureux. Soit A, donc vu qu'il divise ZZ bar, si on écrit la décomposition en produit irréductible de A dans Z crochet I, en particulier c'est des produits irréductibles, vu que Z c'est un irréductible, Z bar c'est aussi un irréductible, hein, parce que si on avait Z, c'est écrit comme un produit de nombres, Z on écrivrait U fois V, Z bar ça serait égal à U bar fois Z bar. Donc si Z est irréductible, Z bar est irréductible, donc A il divise un produit de deux irréductibles dans Z crochet I. Donc ça veut dire que quand on écrit A en produit d'irréductible, les produits d'irréductibles apparaissent dans cette décomposition. Donc dans la décomposition de A en produit d'irréductible, ça ne peut être que Z ou Z bar au maximum une fois chacun. Donc bref, soit A il est associé à Z, soit A c'est, à chaque fois on est en inversion de trait, donc c'est associé, soit il est associé à Z bar, soit A il est associé à ZZ bar. Bon, si A est associé à ZZ bar c'est un nombre, c'est un module, hein, c'est un module carré, c'est positif. Ça peut, du coup, vu que A est entier, ça peut pas être I ZZ bar, ça peut pas être moins I ZZ bar, et ça peut pas être moins ZZ bar. Donc c'est forcément que A c'est ZZ bar. Donc ces cas-là, si on a A égale 1 ou A égale ZZ bar, on est content, ça nous donne que ZZ bar est premier, si on a que ces cas-là. Bon, malheureusement, on en a deux qui me cassent les pieds. Alors, si A est associé à Z, oui, Z il est réductible dans Z crochet. Donc si A, on l'écrit plus ou moins Z, K on l'écrit plus ou moins IZ, et que alors vu que A est entier, Z plus ou moins IZ, il va être ça c'est un nombre, ouais en fait à chaque fois on a ce nombre là qui est dans N, et Z plus ou moins Z et plus ou moins IZ, tout ça c'est des irréductibles. Donc A il est irréductible dans Z crochet I. Mais si A il est irréductible dans Z crochet I, on ne peut pas l'écrire comme produit de deux facteurs non inversibles dans Z crochet I. On ne peut pas non plus l'écrire comme produit de deux facteurs non inversibles dans Z. Donc A est irréductible dans Z. Et A est irréductible dans Z, c'est tout simplement A non premier. Bon. Alors, oui. Et donc on a montré que Z, il s'écrit plus ou moins I pour un nombre premier. C'est-à-dire que Z est associé à un nombre premier. Donc on se trouve bien dans la première configuration. On fait la même chose sur Z bar. Si on a que Z bar, c'est plus ou moins I, plus ou moins un nombre premier. Étant donné que I bar, que 1 ou moins 1 bar, c'est toujours 1 ou moins 1, et que I bar c'est moins I bar, ça marche toujours pareil.
Et on va se retrouver aussi dans le cas où A est premier. Bref. Donc tout ça pour dire que si on cherche à trouver nos irréductibles dans ZI, c'est tous nos nombres premiers qui sont irréductibles, qui restent irréductibles dans ZI. Donc c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas écrire comme somme de 2 carrés, c'est-à-dire comme on va le montrer, c'est ceux qui sont composés à 3 modulo 4. Alors on sait en tout cas déjà que ceux qui sont composés à 3 modulo 4 sont irréductibles, donc ne sont pas somme de 2 carrés, donc sont irréductibles dans le prochain. Et ensuite, les autres nombres irréductibles de Z crochet I, on les obtient en décomposant les nombres premiers qui sont réductibles cette fois-ci, en somme de 2 carrés, et on les écrivant du coup Z bar, et ce Z et ce Z bar sont irréductibles. Voilà. Donc si on veut trouver en particulier les nombres irréductibles de petites normes dans Z crochet I, ce sera ceux qui diviseront les nombres de petites normes premiers, parce qu'à chaque fois, on a deux possibilités, hein. Soit notre P il est réductible, auquel cas Z et Z bar on a vu qu'ils sont dans P, soit il est irréductible, auquel cas le nombre premier qu'on considère est dans P carré. Donc 2 on peut l'écrire 1 plus I fois 1 moins I. Donc ça nous donne 2 irréductibles de norme 2. Mais ces 2 irréductibles de norme 2 en réalité ça en fait qu'un parce qu'on a vu qu'ils étaient associés, donc l'un c'est moins I fois l'autre. Donc si on prend nos irréductibles de norme 2, bon, de norme 1 c'est les inversibles, il n'y a pas d'irréductible. Donc irréductible de norme 2, c'est 1 plus I seulement, parce que 1 moins I c'est 1 plus I fois I. Enfin, c'est 1 plus I A association près plutôt. Les irréductibles de norme 3, il n'y en a pas, parce que 3 est pas somme de 2 carrés. Les irréductibles de norme 4, il n'y en a pas non plus, parce que 4 c'est un produit de. Alors on a vu que nos irréductibles étaient soit de norme première, dans ce cas-là, soit que c'était les nombres premiers, et auquel cas leur norme c'est le carré d'un premier. 4 c'est le carré de 2, et 2 est réductible. Donc on n'en a pas non plus. 5, c'est 1 plus I. Non, c'est pas. 5 c'est 4 plus 1, donc c'est 2 plus I et 2 moins I. Alors, on vérifie qu'ils ne sont pas associés. Tout simplement parce que si les nombres sont complexes, sont associés, c'est à plus ou moins I près. Et donc ça veut dire que si c'est à plus ou moins I près, que le coefficient devant les deux nombres, ça doit être à chaque fois le même à plus ou moins 1 près. Et en particulier, 2, ça va être le seul cas où on va retrouver deux nombres qui sont associés. Parce que si on prend un nombre premier, on l'écrit sous la forme A plus BI fois A moins BI, on suppose que ces deux nombres-là, A plus BI et A moins BI, sont associés, c'est qu'ils sont produits l'un de l'autre par plus ou moins 1, plus ou moins I. Donc ça veut dire que quand on multiplie par plus ou moins 1, ça va rendre différent, parce que sous A et B égale 0, mais bon, alors si on multiplie par 1, ça donne bon. Si on multiplie par moins 1, ça donne clairement différent. Si on multiplie par I, ça va nous donner du moins B plus AI, et si on multiplie par moins I, du B moins AI. Et bref, ça nous donne que B est égal à plus ou moins A. Et si B est égal à plus ou moins A, on a que B carré plus P. Parce que ça, on peut l'écrire comme 1, alors 1 plus I ou 1 moins I fois B, et l'autre comme 1 plus I ou 1 moins I fois B. Et vu qu'on a B carré qui divise P, et que P est un nombre premier, là on est dans Z, hein, P sont dans Z, ça veut dire que B c'est plus ou moins 1. Ah, c'est même positif, donc c'est 1, divise un nombre premier, c'est pas un nombre premier parce que c'est un carré, donc c'est 1. Donc ça veut dire que B égale 1. Et vu que A égale plus ou moins 1, c'est aussi plus ou moins 1. Bon, B c'est plus ou moins 1, A égale plus ou moins 1. Et du coup on se retrouve avec les termes de la forme 1 plus I, 1 moins I,
moins 1 plus i et moins 1 moins i. Donc à chaque fois, sont les quatre termes associés à ça. 6, c'est pas le carré d'un premier ni un nombre premier, donc on ne peut pas l'écrire comme c'est pas la norme irréductible. Hop là. 7, il n'y a pas parce que 7 nous à 3 modulo 4, donc c'est pas somme du carré. 8, c'est pas non plus un carré ni un produit ni un désigné. Et 9, cette fois-ci, 9 c'est 3 au carré. Et 9 c'est 3 au carré et 3 est irréductible, donc 3 est non. Ouais, on pourrait continuer, mais comme ça on peut trouver tous les irréductibles dans le nombre. En continuant à chaque fois en décomposant en fait le nombre premier P en regardant s'il est décomposable ou pas. S'il n'est pas décomposable, ça donne un irréductible de norme P carré lui-même. S'il est décomposable, donc deux plus petits irréductibles, ça donne deux plus petits irréductibles de norme. La dernière chose qu'on n'a pas encore regardé, c'est le cas où P on va 1 modulo 4. Donc P c'est un nombre premier, on doit 1 modulo 4. Et on va essayer de montrer que ce nombre-là est somme de carré. Alors pour ça, on va passer par un lemme qui est que moins 1 est un carré modulo P si et seulement si, alors P premier, P qu'on va 1 modulo 4. P il est premier et P il va être plus grand, strictement supérieur à 2 parce que pour 2 ça ne marche pas. Parce que moins 1 c'est 1, s'il y a 1 carré modulo 2, pourtant plus, c'est pas qu'on a 1 modulo. Voilà. On va passer par ce petit lemme là. Alors moins 1 c'est pas un hasard. Le fait qu'on va utiliser moins 1 ici, en fait c'est parce qu'on moins 1 c'est le nombre qui nous a permis de donner i quand on a mis une racine dessus et de travailler dans zi. En fait, les nombres de la forme a carré plus b carré, il faut le voir comme les a carré moins b carré, et c'est ce moins quand on l'a passé dans le carré qui nous a donné un i, et c'est pour ça qu'on a un moins qui traîne ici. Je détaille pas forcément beaucoup plus, mais l'idée c'est que si de la même façon on s'intéresse au nombre de la forme a carré plus 2b carré, on va se retrouver à regarder les nombres de la forme a carré. En fait, on va se retrouver avec une factorisation de la forme a moins b racine de 2 et a plus b racine de 2. Il s'agira, dans la circonstance dans laquelle on se trouve, de se demander quand est-ce que moins 2 à la place, cette fois-ci, i racine de 2. Bref, racine de moins 2 si vous voulez plutôt. Alors, en théorie algébrique de nombres, on se triche pas trop de marquer les trucs comme racine de moins 2. En particulier parce que si racine de moins 2, on ne sait pas trop si on veut que ça soit i racine de 2 ou moins i racine de 2, c'est pas un problème. Parce que quand on écrit z de i racine de 2, si on écrit z de racine de moins 2, et qu'on ne sait pas si on est en train de parler de i racine de 2 ou de moins i racine de 2, c'est pas très grave étant donné que c'est la même entité. Si on regarde z i racine de 2 et z de moins i racine de 2, bah ça c'est les a plus bi racine de 2, et ça c'est les a moins bi racine de 2. Un petit changement après, c'est la même chose. Donc si on s'intéresse aux nombres qui sont de la forme a, carré plus 2b carré, on peut se retrouver à travailler de la même façon dans z i racine de 2. On va de même avoir que c'est un nombre qui est euclidien, principal, on a une décomposition du produit factoriel, on va pouvoir faire le même type de raisonnement et obtenir le même genre de choses. Par contre, au-delà de 2, ça marche pas très bien. Parce que notre anneau il est plus forcément euclidien, on n'a plus forcément de décomposition au produit facteur premier, etc. Et du coup, on se retrouve avec des trucs beaucoup moins sympathiques. Je crois que jusqu'au cas a carré plus 11b carré, on peut le traiter exclu, on peut le traiter pas trop mal avec
En fait, il y a plein de méthodes pour les cellules de carré. On peut faire avec ce qu'on appelle des réseaux, on peut faire ce qu'on appelle des formes quadratiques binaires de la coefficient entier. Et en gros, très vite, on se retrouve face à des problèmes parce qu'on n'a plus des anneaux qui sont linéaires. On ne peut plus faire les mêmes histoires d'irréductibles qui en tout cas marquent aussi bien, parce que les décompositions pour être irréductibles. Et du coup, ça nous permet beaucoup moins sympathiquement d'étudier les nombres de la forme à carré que celle de carré carré. Voilà. Si ça vous intéresse de chercher un peu plus là-dessus, il y a un super cours. Ça ne m'intéresse pas Théophile. Voilà, il y a un super cours de théorie de géométrie des nombres de Gaëtan Chenevier, dont les premiers chapitres sont vraiment très accessibles. Bon, après, ça devient plus pénible, mais les premiers chapitres, ça se concentre vraiment sur ce genre de choses. Bref. En fait, je voulais vous laisser bosser un peu. On est quelle heure? Ah, je ne veux pas vous laisser bosser un peu. Donc, si P est égal à 1 modulo, si moins 1 est un carré modulo P, moins 1, je peux l'écrire du carré. Modulo P. Ça veut dire que U, c'est un élément d'ordre 4 dans Z sur PZ étoile. Donc ça, c'est mon groupe des inversibles. Je réitère 4 fois ma multiplication, je tombe sur 1. Donc j'ai un élément d'ordre 4. Et bien sûr, avant, c'était ordre 1. Et vu que c'est un élément d'ordre 4 dans Z sur PZ étoile, par le théorème de Lagrange, 4 divise le cardinal de Z sur PZ étoile qui est P-1. C'est que 4 divise P-1, ça donne que P égale 1 demi 4. Bon, ça c'était le côté qu'on pouvait faire facilement et sur lequel il faut faire réfléchir, donc il n'y a pas le temps. L'autre sens, qui est un poil astucieux de la façon dont on va le faire, c'est qu'on évalue P-1 factoriel et on dit que c'est congru à -1 modulo P. Alors pour montrer ça, P-1 factoriel, si on regarde modulo P, en fait c'est congru au produit des éléments inversibles, en fait, parce que on va de 1 à P-1 en partant de tous les inversibles de sur PZ étoile, et on les multiplie tous. Ces inversibles, ce que je dis, c'est que je peux les grouper par paire, à l'exception de 2 près, 1 et moins 1. Donc je fais 1 fois moins 1, et ensuite je regarde tous les autres, que j'ai groupés par paire, en les groupant chacun avec son inverse. Son inverse, c'est un élément différent de lui-même, parce que si on a un élément qui est son propre inverse, ça veut dire que x carré moins 1 sur 0, x carré moins 1, je peux l'écrire comme x moins 1, bon, en fait c'est un polynôme, mais un polynôme ça a que 2 racines. Un polynôme de 2, ça a 2 racines quand ça coefficient dans un corps. Parce que sur PZ c'est une règle, donc là je peux dire que c'est 1 et moins 1. Les seuls éléments qui sont leur propre inverse. Donc tous les autres, je les groupe avec leurs inverses. Donc si je les groupe avec leurs inverses, bon, c'est les doublets de x-1 dans Z sur PZ étoile au carré. Donc là, l'ordre ne compte pas, mais ça me prend chacun une seule fois. Chaque fois de x fois x-1. Et donc du coup, tout ce machin-là, c'est 1. Ok, chaque fois, je les ai mis avec leur inverse. Et donc, P-1 factoriel, c'est qu'on va à moins 1 modulo P. Et enfin, pour montrer, on peut montrer que P-1 factoriel c'est aussi un carré dans le cas où P est congru à 1 modulo 4. P-1 factoriel, on peut aussi le réécrire sous une autre forme, c'est au lieu de grouper les éléments avec leur inverse, on va les grouper avec leurs opposés. En fait, je peux, au lieu de faire ma somme jusqu'à P, mon produit jusqu'à P, merci Achille. Je vais faire mon produit jusqu'à P et grouper. Au lieu de faire mon produit avec en groupant par les éléments avec leurs inversibles, je les groupe avec leurs opposés. Donc si je les groupe avec leurs opposés, je m'arrête à la moitié, et la deuxième moitié, c'est l'ensemble des opposés. Du
coup, la moitié c'est P-1 sur le deuxième. Et du coup, je peux le réécrire pour peu qu'il fasse sortir le moins à chaque fois. Et on a P-1 sur 2, je peux le réécrire -1 puissance P-1 sur 2 fois un produit de carré. Donc, le carré, je peux le passer là. Et donc, c'est un carré fois un terme en -1 quelque chose. Et si P est congru à 1 modulo 4, P-1 sur 2, c'est un multiple de 4 divisé par 2. Donc c'est un multiple de 2. Donc ça, c'est 1. Donc, c'est un carré. Bon, alors là, chaque fois, c'est des nombres entre 2. Donc, c'est un carré. Donc, P-1 factoriel est un carré modulo P, c'est P égale à 1 modulo 4. Et donc, -1 est un carré modulo P. Alors, le fait que -1 est un carré modulo P, c'est une petite astuce qui va nous permettre de montrer, alors sans expliquer, en fait de montrer que P est somme de 2 carrés. Si P est congru à 1 modulo 2. Alors ça ne nous dira pas les nombres, ça ne donnera pas le A et le B. Pas forcément le parce que la B n'est pas forcément unique, peut-être que P égale à carré plus B carré, mais ça nous dira que c'est possible d'en trouver. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'un nombre premier qui est un nombre premier qui est somme de 2 carrés, il est réductible. En fait, il est réductible si et seulement si il est somme de 2 carrés. Donc si on arrive à montrer qu'il est réductible, on montre qu'il est somme de 2 carrés. Et en fait, si on arrive à montrer s'il est réductible, il va vérifier par exemple le lemme de P. S'il divise un produit de nombres, alors on divise l'un des deux. Et en fait, on va montrer qu'il ne vérifie pas le lemme de P, ce qui montrera qu'il n'est pas irréductible dans notre profil. Ce qui montrera que comme il n'est pas irréductible, c'est qu'il est réductible, et donc il est somme de 2 carrés. Par contre, ça ne montrera absolument pas comment le décomposer. Bon, il paraît qu'il utilise des algorithmes, mais je ne me suis pas trop renseigné. Pour décomposer cette somme de 2 carrés. Donc, on va prendre un nombre premier P qu'on doit à 1 modulo 4, vu que -1 est un carré modulo P, on sait qu'on peut écrire -1 égale U carré plus K fois P. C'est-à-dire que K fois P, c'est égal à comme ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que je peux écrire KP comme U plus I fois U moins I. Donc on a P qui divise U plus I, qui divise U plus I fois U moins I. Mais P, c'est un nombre premier. En fait, il peut diviser ni U plus I ni U moins I. Alors pourquoi ça? Parce que si P divise U plus I, ben c'est que U plus I, on peut écrire P fois A plus BI. Et ça, c'est PA plus PBI. Et donc, 1, c'est égal à P fois B. Bon, c'est pas possible. Parce que P... Ah, je suis bien aussi. Donc, P, il divise pas U plus I, de la même façon, il divise pas U moins I. Donc, bref, P, il divise un produit sans diviser aucun des deux termes. Et donc, il ne peut pas être irréductible, ça contredirait le lemme de P. Et donc, comme il n'est pas irréductible, bah, c'est qu'il est réductible. Et comme il est irréductible, c'est qu'il est somme de 2 carrés. Et donc, on a montré que s'il fait qu'on a 1 modulo 4, alors P est somme de 2 carrés. Voilà, on a presque fini. Maintenant, on va caractériser définitivement les nombres qui sont somme de 2 carrés. Parce que pour l'instant, ce qu'on a caractérisé, c'est du coup les nombres premiers qui sont somme de 2 carrés. Alors, pour rappel, les premiers qui sont somme de 2 carrés, si P est congru à 1 modulo 4, alors il appartient à une somme de 2 carrés. Si P est congru à 3 modulo 4, c'est pas une somme de 2 carrés. Et si P il est congru à si P c'est tout,
alors il est somme de 2 carrés. Maintenant, on s'intéresse au nombre entier en général, on se demande quand est-ce que c'est somme de 2 carrés. Bon, alors, 0 est somme de 2 carrés, donc je vais le supposer non nul. Et on va prendre un nombre entier, n appartenant à n, et on va dire que n il est somme de 2 carrés. Enfin, on va constater que n est somme de 2 carrés. Si et seulement si, pour tout nombre premier, la valuation p-adique, si p est congrue à 3 modulo 4, la valuation p-adique de n est paire. Alors, ça peut potentiellement faire un poil peur. Mais en fait, il y a un sens qui est une conséquence directe de ce qu'on a dit avant. Si p est congrue à 1 modulo 4, il est somme de 2 carrés. Un nombre premier congrue à 1 modulo 4 est somme de 2 carrés. Un nombre premier qui est une puissance de 2 est somme de 2 carrés. Un nombre premier congrue à 3 modulo 4 n'est pas somme de 2 carrés, par contre son carré est somme de 2 carrés. Donc si on prend notre nombre n et qu'on le réécrit comme le produit, qu'on le réécrit comme 2 puissance 2p de 2, on le décompose en premier facteur premier. Soit le produit des nombres premiers qui sont congrus à 1 modulo 4 des Vp, des P puissance Vp de n, c'est 2 de n, soit le produit des P qui sont congrus à 3 modulo 4 des P puissance Vp de n, bon, on sait que tout ça, déjà, ça c'est somme de 2 carrés, parce que 2 est somme de 2 carrés, le premier qu'on va à 1 modulo 4 est somme de 2 carrés, et que mon ensemble des nombres sommes de 2 carrés se tape par multiplication, donc je peux faire tous ces produits-là, et ce que j'obtiens est somme de 2 carrés. Voilà. La question qu'on se pose, du coup, en particulier pour l'implication droite vers la gauche, c'est de savoir si cette partie-là est somme de 2 carrés. Mais si nos valeurs p-adiques sont tous paires, je peux réécrire n comme, ce truc-là, je vais l'appeler grand A, fois le produit des P appartenant à 3 modulo 4, des P puissance Vp de n sur 2, le tout au carré. Et vu que ma valuation p-adique est paire, ça, tout ça c'est un entier. Donc une fois mis au carré, cet élément-là étant un carré, en particulier les sommes de 2 carrés. A, on a déjà vu qu'il était somme de 2 carrés, le produit est donc somme de 2 carrés. Ouais. P égale 2 à droite. Du coup, il est déjà à gauche, avec 2 exposants de valuation p-adique de 2. Ouais. Et du coup, à droite, il est aussi, parce que 2 c'est contre 2 au niveau 4. Donc là, j'ai fait en fait, je décompose. On va être 2, on va 1, on va 3. Ah oui, c'est un pas de l'autre côté. Ah oui, c'était pas un pas contre 1, c'est ça? Non, je crois que c'est un 2, mais c'est ça, je sais pas. Ouais, je connais pas beaucoup d'autres nombres premiers qui vont 2. Donc ça, c'est pour le premier sens de l'implication. Pour le deuxième sens de l'implication, il nous dit que tous les nombres là sont bien de cette forme-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nombre entier, je vais somme de 2 carrés plutôt, donc pour cette implication-là. Et ce nombre entier-là, on l'écrit, alors, on le décompose en produit de facteur premier. Alors déjà, il est somme de 2 carrés. Donc on va écrire la carré du 2 carrés. C'est a carré plus b carré fois, ça c'est égal à n. C'est aussi égal à grand A fois le produit des p congrus à 3 modulo 4 et p puissance 2p. On va fixer un nombre premier p congrus à 3 modulo 4. Et l'objectif, ça va être de montrer que la valuation p-adique de ce nombre-là, et
l'objectif, ça va être de montrer ce nombre-là à une évaluation PHP. Q, il est irréductible dans Z coché. Et ça, c'est A plus BI fois A moins BI. En P, il est irréductible dans Z coché. Vu qu'il est convertible modulo 4. Donc ça veut dire que P il divise A plus BI et il divise A plus BI fois A moins BI. Vu qu'il est irréductible, par le lemme de phi, il en divise un des deux. Donc on peut supposer qu'on a P qui divise A plus BI. Alors si P divise A plus BI, c'est qu'on a vu tout à l'heure qu'il divise les deux, il divise A et B. Donc on peut écrire A plus BI fois égale P fois C plus DI, et A c'est PC et B c'est PD. Donc P divise A plus BI, par exemple, et du coup il divise, c'est qu'il divise A et qu'il divise B, et donc il divise aussi A moins BI. De même, si P divise A moins BI, il divise A plus BI. Donc P divise A plus BI, et P divise A moins BI. En fait, je peux même écrire directement A plus BI égale P fois C plus DI. Si je réécris toute cette égalité en divisant par P, j'ai que C carré plus D carré, c'est égal à A fois le produit des Q congrès 3 modulo 4 Q différent de P des Q puissance B Q de N. Et le P cette fois-ci, vu qu'on a divisé par P carré, il a pris deux valuations périodiques dans la figure. On a la valuation périodique VP de N moins 2. Donc on en déduit qu'en retranchant 2 à la valuation périodique du nombre qu'on avait, on a un nombre qui est toujours somme de 2 carrés. On réitère le processus jusqu'à arriver à 0 ou 1. Si on arrive à 0, c'est que la valuation périodique était paire et on est content. L'autre possibilité, c'est d'arriver à 1. Mais si on arrive à 1, on a toujours P qui divise le nombre auquel on est arrivé. Donc qui divise toujours A carré plus B carré, qui divise toujours A plus BI à moins BI. On a toujours P carré qui divise, et ça pose un problème qui divise qu'une fois. Donc finalement, en réitérant le processus, on tombe sur 0, ce qui nous montre que la valuation périodique qu'on obtient est vraie. Et ainsi, on a caractérisé tous les nombres entiers qui étaient somme de 2 carrés. Alors, on les décompose en produit facteur premier. C'est un peu relou, mais ce qui se fait pas trop avec moi. Bon, ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a plein de façons de s'intéresser à ce problème-là. Par l'arithmétique dans Z coché, c'est peut-être le plus simple, sans résultat. On peut le faire dans ce qu'on appelle la théorie des réseaux. La théorie des réseaux, c'est on considère des points dans Z carré. Et en fait, on place des points dans Z carré. Ça doit faire un sous-groupe additif de Z carré. Et là-dedans, on peut considérer, par exemple, pour un nombre premier donné, on peut considérer le sous-groupe additif de Z carré, défini par les A et D appartenant à Z carré, tel que A carré plus B carré égale 0 modulo B. Et ça nous donne modulo P en fait. En fait, on obtient finalement qu'on ait des points dans ce réseau. Les points de ce réseau sont de la forme A carré plus B carré égale lambda P, du coup, qui sont congrès à 0 modulo B. Et si on retrouve un peu ce qu'on a fait, on surface à quoi on s'est retrouvé ici. Et en fait, en cherchant, on peut montrer que dans ce réseau, on peut forcer le lambda à valoir. Voilà. C'est une autre façon de le traiter. On peut le traiter par ce qu'on appelle des formes quadratiques binaires. Ça, c'est les formes quadratiques binaires, c'est des applications telles que f de xy entière binaire entière, que ce soit des ax carré plus bxy plus cy carré, ou c'est une application qui a valeur entière et avec qui a paramètres entiers avec a, b, c des entiers. Et il y a l'histoire d'équivalence entre formes quadratiques binaires.
Et grâce à ça, on peut retrouver encore une fois les nombres qui sont de la forme a carré plus b carré, et aussi a carré plus de b carré, et ce genre de choses-là. Et pareil, les réseaux, ça permet de traiter des cas un peu plus larges que le cas a carré plus b carré. Et là, si on voulait traiter des cas plus larges que a carré plus b carré, il faudrait travailler dans z racine de 2, puis dans des anneaux comme alors z racine de 3, qui est en fait pas l'anneau à considérer. Quand on veut regarder, quand on veut s'intéresser à l'équivalent de z dans QI racine de 3, l'anneau qu'il faut considérer, c'est pas z racine de 3, mais c'est zj, c'est-à-dire z de zj, c'est-à-dire z de 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc, moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Alors pourquoi c'est ça l'anneau qu'il faut considérer? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'anneau d'entier du corps dans lequel on regarde, c'est-à-dire les solutions d'équations polynomiales à coefficient entier du polynôme unitaire. En gros, si on regardait QI, dedans on avait i par exemple, i qui était racine de x carré moins 1, x carré plus 1. Polynôme entier, polynôme à coefficient entier unitaire. Si on place dans Q de racine de moins 3, ça veut dire Q de racine de 3. Là, on a racine de moins 3, bah, ça annule x carré plus 3. Et en fait, J, ça annule x carré plus x plus 1. Donc, J, c'est annule. Donc, J, c'est aussi ce qu'on appelle un entier algébrique. Et on se rend compte, si on regarde Zj et Z de racine de moins 3, de pi racine de 3, bah, si on prend J, on le multiplie par 2 et qu'on ajoute 1, on tombe sur racine de moins 3. Donc c'est un anneau qui est un peu plus large. Zj, c'est un anneau qui est un peu plus grand que Z de racine de moins 3. Et c'est dans cet anneau un peu plus grand qu'il faut travailler. Voilà. Et là, ce qui me casse les pieds dans ce cadre-là, c'est les nombres. En fait, c'est racine de moins 3. Moins 3, c'est qu'on doit 1 modulo 4, c'est le cas qu'on aura 1 modulo 4. Donc il n'y a rien à voir avec les nombres modulo 4 qu'on considérait avant. Hein. Mais où il faut se placer dans un anneau un poil plus grand à chaque fois. Mais en fait, très vite, même en se plaçant dans ces anneaux un poil plus grands, on n'a plus de division euclidienne, on n'a plus rien. Enfin, on n'a plus rien. Bon, on a encore des trucs très cool. Des sortes de décomposition unique entre les vidéos maximaux. Mais ça devient beaucoup plus technique. Et du coup, si ça vous intéresse, toutes ces choses-là, alors le dernier point que j'ai expliqué, peut-être un poil plus technique, et là, il faut aller chercher loin, c'est l'histoire de réseaux de forme quadratique binaire, ou la généralisation de ce processus qu'on vient d'utiliser à des anneaux un poil plus grands. C'est très abordable dans le PDF Théorie algébrique des nombres de Gaëtan Chenu. Ouais, je m'arrête.